Mon téléphone a sonné pendant notre réunion de production du mardi matin, affichant un numéro inconnu avec un indicatif de la région de Phoenix. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à sortir de la salle de conférence et à répondre. La voix à l'autre bout du fil m'a glacé le sang. Un agent de recouvrement de la First National Bank exigeait un paiement immédiat pour une hypothèque de 529 000 $ en retard de 30 jours. Le prêt était à mon nom pour un appartement de luxe dans le centre-ville de Phoenix. J'ai insisté sur le fait que je n'avais jamais demandé d'hypothèque, jamais signé de document, ni même regardé de propriété. L'agent de recouvrement m'a lu mon numéro de sécurité sociale, ma date de naissance et mes informations d'emploi, tout était correct. Mes mains tremblaient alors que la réalité s'abattait sur moi. J'étais assis dans mon camion, devant l'usine de fabrication où je travaillais comme directeur des opérations, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. L'agente de recouvrement, une femme nommée Janet Morrison, avait été implacable. Elle refusait de croire que je ne savais rien d'une hypothèque pour l'unité 412 des Phoenix Grand Towers, une tour de luxe dont je n'avais jamais entendu parler. Ayant grandi à Scottsdale, j'avais toujours été l'enfant du milieu responsable. Ma sœur cadette, Jessica, maintenant âgée de 28 ans, avait été l'enfant chéri de nos parents, bien qu'elle n'ait jamais gardé un emploi plus de 6 mois. Tandis que je cumulais 2 emplois pendant mes études universitaires et obtenais un diplôme en commerce de l'Arizona State University, Jessica avait abandonné 3 fois le collège communautaire et demandait constamment de l'argent. Je me suis souvenu de notre dernier dîner de famille il y a 2 mois chez mes parents. Mon père, Robert, un ancien directeur des ventes aux tempes grisonnantes et à l'expression perpétuellement inquiète, s'était penché en arrière sur sa chaise et avait déclaré « C'est ton devoir de grand frère d'aider Jessica à prendre son envol ». Ma mère, Linda, une femme menue qui travaillait à temps partiel chez Nordstrom, avait hoché la tête avec enthousiasme en remplissant nos verres de thé glacé. « La famille passe avant tout, Anton », avait-elle dit en ajustant ses lunettes de lecture. « Tu devrais envisager d'aider Jessica avec un apport pour son propre logement. Elle a besoin de stabilité pour trouver la bonne direction dans la vie. » J'avais poliment refusé, mentionnant mes propres objectifs d'épargne pour l'achat d'une maison. Jessica avait fait la moue, enroulant ses cheveux blonds autour de son doigt et se plaignant que tout le monde s'attendait à ce qu'elle vive pour toujours dans un appartement dégoûtant. Robert m'avait lancé un regard déçu, la même expression qu'il arborait tout au long de mon enfance chaque fois que je ne répondais pas à ses attentes. Maintenant, assis dans mon camion, le cœur battant, j'ai consulté mon rapport de crédit sur mon téléphone. Ce que j'ai vu m'a noué l'estomac. L'hypothèque apparaissait à côté de plusieurs cartes de crédit que je n'avais jamais ouvertes, un prêt auto pour une BMW que je n'avais jamais acheté et des comptes de services publics pour des adresses où je n'avais jamais vécu. Tous les comptes indiquaient l'adresse de Jessica à Phoenix sur Camelback Road. Ma cote de crédit avait chuté d'excellente à médiocre. J'ai parcouru les comptes frauduleux, chacun ressenti comme un coup physique. Il y avait une carte Visa avec une limite de 15 000 $, utilisée au maximum. Une Mastercard de 20 000 $, également au maximum. Des cartes de magasins de détaillants de luxe où je ne pouvais pas me permettre de faire des achats, même avec mon salaire décent de directeur des opérations pour Southwest Industrial Solutions. Le prêt auto m'a particulièrement piqué. Je conduisais une Honda Civic fiable mais modeste, soigneusement entretenue et presque remboursée. Selon mon rapport de crédit, j'étais apparemment propriétaire d'une BMW série 3.9 d'une valeur de 45 000 $. Le paiement mensuel à lui seul aurait consommé un tiers de mon salaire net. J'ai appelé la ligne fixe de mes parents, un numéro qui était le même depuis mes 12 ans. Le répondeur s'est déclenché avec la voix joyeuse de ma mère demandant aux appelants de laisser un message. J'ai raccroché sans parler. Mon esprit était en ébullition, plein de questions et d'une appréhension croissante. Les 3 heures de route de Tucson à Scottsdale n'avaient jamais semblé aussi longues. Je me suis déclaré malade au travail, une chose que j'avais faite peut-être 5 fois en 6 ans avec l'entreprise. Mon superviseur, Bill Henderson, a exprimé son inquiétude au sujet de ma voix et m'a dit de prendre soin de moi. L'ironie ne m'a pas échappé, j'avais passé des années à me bâtir une réputation de fiabilité et de responsabilité, pour découvrir que ma famille détruisait systématiquement ma vie financière. Alors que je conduisais vers le nord à travers le désert de Sonora, dépassant des points de repère familiers comme Picacho Peak et les ruines de Casa Grande, j'essayais de comprendre comment cela avait pu se produire. Mon appartement à Tucson était sécurisé, mon courrier livré dans une boîte verrouillée. Je n'avais jamais donné à personne l'accès à mes informations personnelles ou à mes documents financiers. Mais je me suis alors souvenu de petites choses.
Mes parents visitant mon appartement il y a 6 mois pendant que j'étais au travail, prétendant vouloir me surprendre avec des courses. Ma mère me demandant ma nouvelle adresse lorsque j'avais déménagé dans un autre complexe, disant qu'elle voulait mettre à jour son carnet d'adresses. Les questions de mon père sur mon travail et mon salaire, que j'avais attribué à l'intérêt parental pour ma réussite. Les pièces commençaient à former une image que je ne voulais pas voir. Au moment où j'ai atteint la périphérie de Phoenix, avec ses vastes lotissements s'étendant vers les montagnes, je savais que j'étais sur le point d'affronter quelque chose de bien pire qu'un simple malentendu. Mes parents vivaient dans une modeste maison de plain-pied dans un quartier plus ancien de Scottsdale, le genre d'endroit où les retraités promènent de petits chiens et où les adolescents apprennent à conduire sur des parkings vides. La maison avait exactement la même apparence que toujours avec son extérieur en stuc beige et son aménagement paysager désertique. Mais garée dans l'allée, brillant sous le soleil de l'Arizona, se trouvait une BMW série 3 toute neuve. Je suis resté assis dans ma Honda pendant plusieurs minutes, fixant la BMW qui, selon mon rapport de crédit, m'appartenait. La voiture était impeccable, avec des plaques d'immatriculation temporaire de concessionnaire et cette odeur de voiture neuve qui devait probablement encore flotter à l'intérieur. Jessica s'était toujours plainte de conduire sa Toyota Corolla cabossée, une voiture que nos parents lui avaient achetée d'occasion quand elle avait eu 18 ans. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je puisse décider quoi faire. Jessica est sortie, vêtue d'un jean de marque et d'un haut que j'ai reconnu comme étant cher, d'après ma brève expérience avec quelqu'un qui faisait ses achats dans des magasins haut de gamme. Ses cheveux blonds étaient coiffés par un professionnel, et elle portait des bijoux que je n'avais jamais vus auparavant. Elle a semblé surprise de me voir, mais pas particulièrement inquiète. « Anton, qu'est-ce que tu fais ici ? » « Tout va bien ?» a-t-elle demandé, sa voix portant ce ton légèrement plaintif que je lui connaissais depuis l'enfance quand elle voulait quelque chose. « Il faut qu'on parle », ai-je dit en sortant de ma voiture et en me dirigeant vers la maison. Tous ensemble. À l'intérieur, mes parents regardaient la télévision dans leur salon, un espace qui n'avait pas beaucoup changé depuis que j'étais au lycée. Les mêmes meubles beiges, les mêmes photos de famille sur la cheminée, la même peinture de coucher de soleil sur le désert que ma mère avait acheté dans un vide-grenier il y a 20 ans. Mon père a coupé le son de la télévision quand il a vu mon expression. « Fils, tu as l'air contrarié », a-t-il dit en se levant et en lissant son polo. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré le rapport de crédit. Voilà ce qui ne va pas. Quelqu'un a utilisé mon identité pour ouvrir des comptes, et selon la banque, je dois plus d'un demi-million de dollars sur une hypothèque pour laquelle je n'ai jamais fait de demande. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage de ma mère est devenu pâle, et elle a attrapé son verre d'eau d'une main tremblante. La mâchoire de mon père s'est crispée, et il a échangé un regard rapide avec Jessica. « Je suis sûr qu'il y a eu une erreur », a dit ma mère d'une voix faible. « L'usurpation d'identité, ça arrive tout le temps. Tu devrais le signaler à la police. » Linda, a dit sèchement mon père, et elle s'est immédiatement tue. Jessica s'est affalée sur le canapé avec un soupir exagéré. « Écoute, Anton, avant que tu ne fasses tout un drame de ça, tu dois comprendre quelque chose. Il fallait bien qu'on m'aide d'une manière ou d'une autre. Tu n'utilisais pas ton bon crédit de toute façon. » La désinvolture avec laquelle elle a dit cela m'a frappé comme un coup de poing. « Qu'est-ce que tu veux dire par bon ?» Mon père s'est avancé, le torse bombé dans cette posture autoritaire que je me rappelais des leçons de mon enfance. « Nous sommes une famille, Anton. La famille est de la famille. Tu as un excellent crédit et un bon travail. Jessica avait besoin d'une chance de construire quelque chose pour elle. En volant mon identité ? Ma voix montait malgré mes efforts pour rester calme. Nous n'avons rien volé, a interjeté ma mère, retrouvant sa voix. Nous sommes tes parents. Nous comptions te le dire un jour. Et la famille est de la famille. Tu le sais bien. Jessica a commencé à expliquer la situation de son logement avec le droit décontracté qui caractérisait toute sa vie. Elle vivait dans l'appartement de luxe depuis 8 mois, profitant de commodités comme une piscine sur le toit, un centre de fitness et un service de conciergerie 24h24. Elle n'avait fait aucun paiement parce qu'elle supposait que je m'occuperais des responsabilités financières. L'appartement est vraiment sympa, Anton. Tu devrais le voir. Des baies vitrées avec vue sur la montagne, des comptoirs en granit, des appareils en acier inoxydable. C'est exactement le genre d'endroit où je dois vivre si je veux rencontrer les bonnes personnes. Elle m'a montré des photos sur son téléphone de l'unité décorée avec des meubles et des œuvres d'art coûteux.
Il y avait des photos de fêtes qu'elle avait organisées avec des gens bien habillés tenant des verres de vin et riant dans le spacieux salon. « Où as-tu trouvé l'argent pour tous ces meubles ?» ai-je demandé. « Oh, il y a ces super entreprises de location de meubles qui livrent tout. Je l'ai juste mis sur les cartes de crédit. » « Quelle carte de crédit ?» Mon père s'est éclairci la gorge. « Anton, nous devons t'expliquer comment tout cela fonctionne. Ta mère et moi avons eu des difficultés financières, et Jessica avait besoin d'une situation de vie stable. Nous avons eu accès à ton courrier depuis environ 2 ans. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Vous avez fait quoi? Ma mère a sorti une clé de son sac à main, la même clé que je leur avais donnée pour les urgences quand j'ai déménagé à Tucson pour la première fois. Nous l'avons gardée depuis que tu as eu cette appendicectomie et que tu avais besoin d'aide. Tu ne l'as jamais redemandé, alors nous avons supposé que ça ne te dérangeait pas que nous y ayons accès. Ils avaient intercepté mon courrier, y compris les relevés financiers et les offres de crédit préapprouvées. Mon père a admis s'être entraîné à copier ma signature en décalquant des documents jusqu'à ce qu'ils puissent la reproduire parfaitement. Ils avaient même fait faire de fausses cartes d'identité avec mes informations, mais la photo de Jessica. Nous avons fait appel à un type que Robert connaît de son ancien travail de vendeur, a dit Jessica d'un ton neutre. Il fait des cartes d'identité vraiment convaincantes pour $100 chacune. Ma mère a disparu dans leur chambre et est revenue avec un dossier manie contenant des copies de documents de prêt, de demandes de crédit et d'autres papiers. Chaque signature était une contrefaçon, mais des contrefaçons convaincantes. Quelqu'un avait passé un temps et des efforts considérables à apprendre à reproduire mon écriture. Nous planifions cela depuis un certain temps, a dit mon père avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Ton crédit était là, à ne rien faire. Jessica avait besoin d'opportunités et tu étais en position de l'aider, que tu le saches ou non. Le dossier contenait des documents que je n'avais jamais vus. Des demandes de prêt listant mes informations d'emploi, des relevés bancaires que je n'avais jamais reçus, et même un contrat de location pour l'appartement de Jessica me désignant comme le responsable. Jessica a mentionné des prêts supplémentaires avec le même ton désinvolte qu'elle avait utilisé pour discuter de ce qu'elle avait mangé pour le déjeuner. Un prêt personnel de $25 000 pour lancer une boutique qui ne s'est jamais matérialisée. Une ligne de crédit professionnel de $30 000 qu'elle avait utilisée pour des vacances et du shopping. Chaque révélation creusait le trou et attisait ma colère. Combien au total? Ai-je demandé, ma voix à peine contrôlée. Mon père a consulté un carnet qu'il a sorti de sa poche. Eh bien, l'hypothèque initiale était de $600 000, mais avec la ligne de crédit sur valeur domiciliaire et les cartes de crédit que Jessica a utilisées, je dirais que nous approchons des $800 000 au total. $800 000. Plus d'argent que je ne verrai en une décennie, volé à mon identité et dépensé en luxe et achats futiles. J'ai pensé à mon budget minutieux, à mes déjeuners préparés à la maison, à ma Honda Civic de 3 ans que j'entretenais méticuleusement pour éviter les mensualités de voiture. Et vous vous attendiez à ce que j'accepte ça en le découvrant? Nous nous attendions à ce que tu comprennes les obligations familiales, a dit mon père sévèrement. Nous t'avons élevé, nourri, mis un toit sur ta tête pendant 18 ans. C'est ainsi que les enfants remboursent leurs parents. Ma mère a acquiescé. De plus, tu gagnes bien ta vie à ce poste à l'usine. Tu n'as pas besoin d'un crédit parfait comme Jessica. La logique tordue était stupéfiante. Ils avaient volé mon identité, détruit mon crédit et commis plusieurs crimes graves. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui étais l'égoïste pour m'y opposer. Jessica a levé les yeux de son téléphone où elle avait fait défiler les réseaux sociaux pendant notre conversation. Oh, et Anton, je suis enceinte. L'annonce de la grossesse a frappé la pièce comme une bombe. Mes parents ont échangé des regards excités, et ma mère s'est immédiatement mise à pleurer de joie. Pendant un instant, j'ai presque oublié la fraude alors que la dynamique familiale passait en mode célébration. Enceinte? A haleté ma mère, attrapant les mains de Jessica. De combien de mois? Qui est le père? Oh, ma chérie, c'est une merveilleuse nouvelle. Jessica a souri avec la satisfaction de quelqu'un qui venait de jouer une carte gagnante. Environ 8 semaines. Le père est Derek Thompson. Vous l'aimeriez. Il est avocat. Un avocat? A répété mon père avec une approbation évidente. C'est excellent, Jessica. Un homme professionnel avec de bonnes perspectives. Je me sentais malade en regardant ma famille célébrer alors que $800 000 de dettes frauduleuses pesaient sur ma tête. Nous devons parler de la situation financière avant de discuter de quoi que ce soit d'autre.
Anton, a dit ma mère sèchement. Ta sœur vient d'annoncer qu'elle va avoir un bébé. Ne peux-tu pas être heureux pour elle? Non, je ne peux pas être heureux quand elle a détruit toute ma vie financière. L'expression de Jessica s'est durcie. Je n'ai rien détruit. J'ai construit quelque chose. Derek ne sait pas encore pour le bébé. Mais quand je lui dirai, il voudra m'épouser. Sa famille a de l'argent. Du vrai argent. Cette situation avec l'appartement est temporaire. Que veux-tu dire par sa famille a de l'argent? Les Thompson possèdent l'un des plus grands cabinets d'avocats de Phoenix, a expliqué mon père. Derek y travaille comme collaborateur. Jessica l'a rencontré à un événement caritatif en ville. J'ai exigé de voir tous les documents liés à la fraude. Mon père a produit à contre-cœur un deuxième dossier, celui-ci nettement plus épais que le premier. L'ampleur du vol était stupéfiante et systématique. L'hypothèque initiale était bien de $600 000, utilisée pour acheter l'appartement pour $590 000, les frais de clôture expliquant la différence. Mais ils avaient aussi obtenu une ligne de crédit sur valeur domiciliaire contre la propriété pour $150 000. Jessica avait déjà retiré $60 000 de cette ligne de crédit pour les meubles, les paiements de la voiture et ce qu'elle appelait les « dépenses de style de vie ». Jessica m'a montré ses comptes de réseaux sociaux avec la même fierté qu'elle avait affichée pour l'appartement. Son Instagram présentait des photos de vacances à Hawaï et à Las Vegas, des virées shopping dans des boutiques chères et des repas dans des restaurants où l'entrée coûtait plus que ce que je dépensais généralement en courses en une semaine. Derek m'a emmené dans ces endroits incroyables, a-t-elle dit, faisant défiler des photos d'elle en robe de créateur. Ses amis ont tous de l'argent, donc je dois m'intégrer à ce milieu. Le voyage à Hawaï avait coûté $12 000. Le week-end à Las Vegas, $8 000. Elle avait acheté une garde-robe qui coûtait plus que ce que je gagnais en 3 mois. Chaque dépense avait été portée sur des cartes de crédit ouvertes avec mon identité volée. Mais le vrai choc est venu lorsque mon père a révélé leur propre situation financière. Il avait perdu son emploi de vendeur dans une entreprise d'équipement médical il y a 18 mois et avait caché son chômage à tout le monde, y compris à ma mère. Ils avaient 3 mois de retard sur leur hypothèque et utilisaient mon crédit volé pour effectuer leur paiement de maison. J'ai cherché du travail, a-t-il dit sur la défensive. Le marché du travail pour les hommes de mon âge est terrible. Personne ne veut embaucher quelqu'un de plus de 55 ans. Ma mère travaillait à temps partiel dans le département des accessoires chez Nordstrom, rapportant peut-être $800 par mois après impôts. Son revenu ne pouvait pas couvrir leurs dépenses de base, et encore moins maintenir leur style de vie de classe moyenne. Alors, vous avez décidé de me voler au lieu de réduire votre train de vie ou de demander de l'aide. Honnêtement, nous ne pouvions pas te demander de l'aide, a dit ma mère. Tu nous aurais fait la morale sur la responsabilité financière et nous aurais fait nous sentir terriblement mal. L'ironie était accablante. Ils avaient choisi de commettre une usurpation d'identité et une fraude plutôt que d'avoir une conversation honnête sur leurs difficultés financières. Jessica a révélé plus de détails sur sa relation avec Derek. Elle lui avait menti sur sa situation financière, prétendant qu'elle travaillait dans le marketing pour une start-up à succès. L'appartement était destiné à l'impressionner lui et sa famille, qui vivaient apparemment dans un quartier exclusif de Paradise Valley où les maisons commençaient à $2 millions. Les parents de Derek sont très exigeants sur les personnes qu'ils fréquentent, a-t-elle expliqué. Sa mère, Sarah, est au conseil d'administration de plusieurs œuvres de charité, et son père, William, est un associé principal dans leur cabinet d'avocats. Ils s'attendent à ce que Derek épouse quelqu'un de leur cercle social. Alors, tu as décidé de mentir sur tout. Je ne mens pas. Je me positionne pour le succès. Il y a une différence. Elle m'a montré des photos de Derek, un bel homme au début de la trentaine avec le genre de sourire confiant qui suggérait qu'il ne s'était jamais soucié de l'argent. Il portait des costumes chers et conduisait une voiture de luxe qui faisait paraître modeste la BMW dans l'allée de mes parents. Derek prévoit de me demander en mariage bientôt, a dit Jessica avec certitude. J'ai juste besoin de maintenir la bonne image jusqu'à ce que cela arrive. Une fois que nous serons fiancés, l'argent de sa famille résoudra tous ses problèmes financiers temporaires. La grossesse faisait partie de cette stratégie. Jessica croyait que le fait d'avoir le bébé de Derek le forcerait à l'épouser, indépendamment de l'approbation de sa famille. Elle avait déjà commencé à prendre des vitamines prénatales et à rechercher des obstétriciens privés coûteux à Scottsdale. Et s'il ne te demande pas en mariage ? Ai-je demandé. Il le fera,
a-t-elle dit avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais fait face à de sérieuses conséquences pour ses actions. Les hommes comme Derek n'abandonnent pas leurs petites amies enceintes. Cela ferait très mauvaise impression pour la réputation de sa famille. Mon père soutenait ce plan complètement. Il voyait la famille de Derek comme la solution à tous leurs problèmes financiers, pas seulement ceux de Jessica. Une fois que Jessica serait mariée à un homme riche, elle pourrait les aider à rattraper leur retard sur leur hypothèque et peut-être même l'aider à démarrer une sorte d'entreprise. Tout cela va s'arranger, m'a-t-il assuré. Tu as juste besoin d'être patient et de soutenir Jessica pendant qu'elle gère la situation relationnelle. La famille s'était convaincue que mon identité volée et mon crédit détruit étaient des victimes acceptables dans la quête de Jessica pour épouser l'argent. Ils s'attendaient à ce que je règle la situation financière moi-même ou que j'accepte simplement les dommages causés à mon crédit et à mon avenir. Et les 800 000 $? Même si Jessica épouse Derek, comment cela résout-il le problème immédiat? La famille de Derek s'en chargera, a dit ma mère avec une naïveté stupéfiante. Les gens riches remboursent tout le temps des dettes pour éviter les scandales. Ils avaient construit un fantasme élaboré où la grossesse de Jessica mènerait au mariage, qui mènerait à un sauvetage financier, qui justifierait d'une manière ou d'une autre la fraude massive qu'ils avaient commise. La possibilité que Derek ne réagisse pas positivement au fait d'être piégé par une grossesse et des mensonges ne leur était venue à l'esprit à aucun d'entre eux. En regardant autour du salon où j'avais grandi, j'ai réalisé que j'avais affaire à des gens qui avaient perdu tout contact avec la réalité. Ils étaient devenus des criminels et s'étaient convaincus qu'ils n'étaient que des membres de la famille pleins de ressources. 2 jours plus tard, je me suis retrouvé assis dans un Starbucks du centre-ville de Phoenix, rencontrant Derek Thompson pour la première fois. Jessica avait arrangé la rencontre, disant à Derek que j'étais son grand frère responsable qui voulait rencontrer l'homme qu'elle fréquentait. Elle ne lui avait donné aucune indication du chaos financier qui tourbillonnait autour de sa vie. Derek était exactement ce que j'attendais des photos de Jessica. Soigné, confiant et habillé avec élégance. Il portait un costume bleu marine sur mesure qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel et parlait avec l'assurance facile de quelqu'un qui n'avait jamais douté de sa place dans le monde. Jessica m'a tant parlé de vous, a-t-il dit en me serrant la main avec une poigne ferme. Elle est vraiment fière du succès que vous avez avec votre entreprise de fabrication. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Selon la version de Jessica de ma vie, j'étais apparemment un entrepreneur à succès plutôt qu'un directeur des opérations. Elle a dit, je possède une entreprise de fabrication, Southwest Industrial Solutions, n'est-ce pas? Elle a mentionné, vous l'avez créée à partir de rien et en avez fait un succès régional. Très impressionnant pour quelqu'un de votre âge. Les mensonges ne cessaient de se multiplier. J'ai décidé d'être direct. Derek, il y a certaines choses sur la situation de Jessica que vous devez savoir. Des choses importantes qui affectent votre relation. Son expression est passée d'amicale à inquiète. Quel genre de choses? J'ai expliqué l'usurpation d'identité, l'hypothèque frauduleuse et la montagne de dettes qui avaient été accumulées en utilisant mon nom. Derek a écouté avec l'attention concentrée de quelqu'un formé en droit, posant des questions de clarification et prenant des notes sur son téléphone. Vous me dites que Jessica n'est pas réellement propriétaire de cet appartement? A-t-il demandé quand j'ai eu fini. Jessica ne possède rien. Tout ce qu'elle a été acheté en utilisant mon crédit volé. La voiture, les meubles, les dîners et vacances coûteux. Tout cela était de la fraude. Le visage de Derek est devenu pâle. Elle m'a dit qu'elle travaillait dans le marketing et qu'elle avait un excellent crédit. Nous parlions de la possibilité qu'elle m'aide à acheter un bien d'investissement. Elle n'a jamais eu d'emploi stable et n'a aucune source de revenus légitime. Pendant un moment, Derek a simplement fixé sa tasse de café. Puis il a sorti son téléphone et a passé un appel. Papa, j'ai besoin que tu me rejoignes au bureau. Nous avons une situation qui nécessite un avis juridique. 1 heure plus tard, je me suis retrouvé dans une salle de conférence chez Thomson & Associates, un prestigieux cabinet d'avocats occupant 3 étages d'un gratte-ciel du centre-ville de Phoenix. Le bureau n'était que bois poli et meubles en cuir, avec des baies vitrées donnant sur la skyline de la ville. William Thomson était un homme imposant dans la soixantaine, avec des cheveux argentés et le genre de présence imposante qui vient de décennies de victoires au tribunal. Il a écouté mon histoire avec l'attention impartiale de quelqu'un qui évalue une transaction commerciale plutôt qu'une crise personnelle. C'est évidemment une affaire criminelle sérieuse, a-t-il dit quand j'ai eu fini. Usurpation d'identité, fraude hypothécaire, fraude au crédit. Nous parlons de multiples crimes graves avec des peines de prison potentielles. Derek semblait dévasté.
Je n'en avais aucune idée, papa. Jessica semblait si posée, si réussie. C'est une escroc, fils. Une escroc talentueuse, mais une escroc néanmoins. William s'est tourné vers moi avec des yeux calculateurs. La question maintenant est de savoir comment nous protégeons Derek de toute association avec ces crimes. Je supposais qu'il voulait dire aider Derek à se démêler de Jessica. Mais William avait une approche différente en tête. Il m'a suggéré de signer des documents acceptant la responsabilité légale de toutes les dettes, en présentant les charges comme des prêts familiaux légitimes plutôt que comme une usurpation d'identité. Si vous engagez des poursuites pénales, Derek pourrait être appelé comme témoin, a expliqué William. Sa relation avec Jessica fait de lui une personne d'intérêt dans toute enquête pour fraude. Ce genre de publicité pourrait nuire à la réputation de notre cabinet et aux perspectives de carrière de Derek. Mais je suis la victime ici, ai-je protesté. C'est discutable. Les litiges financiers familiaux impliquent souvent des arrangements de crédit partagés qui deviennent plus tard litigieux. Un procureur pourrait arguer que vous avez participé volontairement mais que vous avez maintenant des remords. William a produit un dossier contenant des documents qui m'ont glacé le sang, des photographies de moi entrant dans la maison de mes parents, des registres montrant que mes parents avaient une clé de mon appartement et des relevés bancaires montrant des dépôts réguliers sur mon compte suivis de retraits importants. Nous avons fait une enquête préliminaire, a-t-il dit d'un ton neutre. Vos parents ont eu accès à votre courrier et à votre appartement pendant des années. Cela suggère une permission et une coopération continue. Jessica a publié des photos d'achats coûteux sur les réseaux sociaux pendant des mois. Et vous n'avez jamais signalé d'usurpation d'identité pendant cette période. Il était en train de monter un dossier pour me faire passer pour un participant volontaire à la fraude, pas une victime. L'expertise juridique qui aurait dû protéger Derek était utilisée pour me menacer à la place. Si vous refusez d'accepter la responsabilité, nous serons forcés de signaler aux autorités que vous avez participé à la fraude d'institutions financières et que vous essayez maintenant d'échapper aux conséquences en vous faisant passer pour une victime. Derek semblait mal à l'aise avec les tactiques de son père, mais n'a rien dit. La pression de la richesse et de la réputation de sa famille l'emportait sur son sens personnel du bien et du mal. William a poursuivi ses menaces avec le ton désinvolte de quelqu'un qui commande un déjeuner. Les accusations criminelles d'usurpation d'identité exigent de prouver que vous n'aviez aucune connaissance des comptes, étant donné la documentation que nous avons trouvée. Ce serait difficile à établir. Cependant, si vous signez des papiers acceptant les dettes comme des arrangements familiaux légitimes, cela devient une affaire civile plutôt que criminelle. Vous me demandez d'accepter 800 000 $ de dettes que je n'ai pas créées. Je vous offre un moyen d'éviter des accusations criminelles fédérales. Sans notre coopération, les procureurs supposeront que vous mentez sur votre connaissance de ces comptes. La réunion a révélé le vrai caractère de la famille de Derek. Ils ne se souciaient pas de la justice ou d'aider qui que ce soit. Ils voulaient éliminer tout embarras potentiel ou exposition juridique pour eux-mêmes, même si cela signifiait détruire la vie d'une personne innocente. William a produit des documents supplémentaires montrant qu'il avait déjà contacté les différents créanciers, suggérant qu'il pourrait y avoir des questions sur mes affirmations d'usurpation d'identité. Il avait empoisonné le puits avant même que je sache qu'il y avait un problème. Derek a finalement pris la parole. « Papa, ça me semble mal. Anton est la victime ici. Derek, tu penses comme un idéaliste plutôt que comme un avocat. Notre responsabilité est de protéger notre famille et notre cabinet, pas de jouer les héros pour des étrangers. J'ai réalisé que j'étais piégé dans un cauchemar où les personnes ayant les ressources pour aider travaillaient activement contre moi. William avait l'expertise juridique et les ressources financières pour me rendre la vie misérable, alors que je n'avais que la vérité. La réunion s'est terminée avec William me donnant 48 heures pour décider si j'acceptais la responsabilité des dettes frauduleuses ou si je faisais face à des poursuites pénales pour complot d'usurpation d'identité. Il m'a tendu sa carte de visite avec un sourire sardonique. J'espère que vous ferez le bon choix, Anton. La prison est très désagréable pour les gens qui fraudent les banques. En quittant le cabinet d'avocats, j'ai réalisé que les enjeux avaient dépassé de loin le drame familial. J'avais maintenant affaire à des personnes puissantes qui considéraient la destruction de ma vie comme un dommage collatéral acceptable pour protéger leur réputation. Derek m'a suivi jusqu'à l'ascenseur, l'air vraiment en conflit. Anton, je veux que tu saches que je ne suis pas d'accord avec l'approche de mon père, mais tu ne vas pas l'arrêter. Je ne peux pas. Il contrôle ma carrière, mon revenu, tout. Je suis désolé. Les portes de l'ascenseur se sont fermées entre nous et j'ai su que j'étais seul contre des gens qui avaient tous les avantages,
sauf la vérité. Ce soir-là, je me suis assis dans mon appartement de Tucson à la recherche d'avocats spécialisés en droit pénal et en usurpation d'identité. Mon compte d'épargne, soigneusement constitué au cours de 6 ans de vie disciplinée, contenait environ $20 000. Les frais de justice allaient rapidement le vider, mais je n'avais pas le choix. Le site web de Patricia Vega la décrivait comme une ancienne procureure qui défendait désormais les victimes de crimes en col blanc. Son bureau était modeste comparé à celui de Thompson & Associates, occupant une maison reconvertie près du campus de l'Université de l'Arizona. Mais ses références étaient impressionnantes, y compris des affaires gagnées contre de grandes institutions financières et des réseaux d'usurpation d'identité. Quand j'ai appelé son numéro d'urgence, elle a répondu personnellement malgré l'heure tardive. J'ai expliqué la situation pendant qu'elle prenait des notes détaillées, posant occasionnellement des questions qui démontraient son expertise. Monsieur Thompson utilise des tactiques d'intimidation classiques, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. Les victimes d'usurpation d'identité ne peuvent pas être légalement forcées d'accepter la responsabilité des crimes commis contre elles. Ces menaces sont sans fondement. La confiance de Patricia était la première bonne nouvelle que je recevais depuis des semaines. Elle a accepté de me rencontrer le lendemain matin pour examiner toute la documentation et élaborer une stratégie. Son bureau était encombré mais organisé, avec des dossiers de cas empilés proprement sur des étagères et des textes juridiques remplissant chaque espace disponible. Patricia était une petite femme dans la quarantaine avec des cheveux grisonnants et des yeux bruns intenses qui ne manquaient rien. « J'ai déjà eu affaire à William Thompson », a-t-elle dit en examinant les documents que je lui avais montrés. Il y a 5 ans, il a été sanctionné par le barreau de l'État pour intimidation de témoins dans une affaire de crime en col blanc. Il a l'habitude d'utiliser des menaces légales pour faire taire les victimes plutôt que de signaler correctement les crimes. Elle a expliqué que le cabinet de Thompson avait représenté plusieurs clients dans des cas similaires de fraude familiale, utilisant toujours l'intimidation pour éviter la publicité et les enquêtes criminelles qui pourraient embarrasser des clients fortunés. Il parie que vous n'avez pas les ressources ou les connaissances pour vous défendre efficacement. C'est là qu'il a mal calculé. La stratégie d'enquête de Patricia était complète. Nous allions rassembler des preuves de la fraude tout en exposant simultanément les tactiques contraires à l'éthique de Thompson. Elle a contacté la détective Maria Santos de l'unité des crimes financiers du département de police de Phoenix, qui a accepté de nous rencontrer. La détective Santos était une femme professionnelle dans la trentaine, spécialisée dans les crimes financiers complexes. Son bureau au département de police de Phoenix était rempli de dossiers et d'équipements informatiques utilisés pour traquer la fraude numérique. Jessica Thompson est déjà sur notre radar, a-t-elle dit en examinant ma documentation. Elle a été impliquée dans d'autres stratagèmes frauduleux, notamment en se faisant passer pour une femme d'affaires à succès pour obtenir des cartes de crédit sous de faux prétextes. Cette révélation m'a stupéfié. Les crimes de Jessica ne se limitaient pas à voler mon identité. Elle était apparemment une criminelle de carrière qui ciblait les institutions financières de toute la région métropolitaine de Phoenix. La détective Santos m'a montré des dossiers documentant les précédentes tentatives de fraude de Jessica, fausse vérification d'emploi pour des demandes de location, fausse référence pour des demandes de crédit, et même un stratagème où elle s'était fait passer pour un agent immobilier afin de percevoir des dépôts de locataires potentiels pour des propriétés qu'elle ne contrôlait pas. Votre cas est le plus sophistiqué que nous ayons vu de sa part, mais il correspond au schéma. Elle cible les membres de sa famille parce qu'ils sont moins susceptibles de signaler les crimes immédiatement. Patricia a suggéré que je porte des dispositifs d'enregistrement lors de toute conversation future avec ma famille ou les Thompson. L'Arizona était un État à consentement unilatéral, ce qui signifiait que je pouvais légalement enregistrer des conversations sans en informer les autres participants. Le lendemain, je suis retourné chez mes parents en portant un enregistreur numérique que Patricia m'avait fourni. Mes parents et Jessica s'attendaient à ce que j'annonce ma décision d'accepter la responsabilité des dettes. « As-tu réfléchi à ce dont nous avons discuté ?» a demandé mon père alors que je m'asseyais dans leur salon. J'y ai beaucoup réfléchi. J'essaie de comprendre comment ma propre famille a pu voler mon identité et détruire mon crédit, puis s'attendre à ce que j'accepte la responsabilité de crimes que je n'ai pas commis. Ma mère s'est mise à pleurer. « Anton, nous ne sommes pas des criminels. Nous sommes ta famille qui avait besoin d'aide. Il y a une différence. Voler l'identité de quelqu'un et contrefaire sa signature sont des crimes, maman. Des crimes fédéraux. » Jessica était moins émotive dans ses réponses. « Écoute, Anton, toute cette situation est temporaire. Derek va me demander en mariage. Et une fois que je serai marié dans sa famille, l'argent ne sera plus un problème. As-tu dit à Derek que tu es enceinte ?
Pas encore. J'attends le bon moment. Mais quand je le ferai, il sera excité. Il a mentionné vouloir des enfants. Je les ai pressés pour obtenir des détails sur la façon dont ils avaient accédé à mon courrier et copié ma signature. Mon père a décrit leur système avec une fierté dérangeante, expliquant comment ils avaient intercepté des offres de crédit préapprouvées et utilisé le travail de ma mère dans la vente au détail pour vérifier les informations d'emploi. Linda connaît des gens au service de crédit de Nordstrom. Ils nous ont aidés à comprendre comment fonctionnent les demandes de crédit et quelles informations nous devions fournir. Ils avaient également eu accès à mon appartement régulièrement, non seulement pour le courrier, mais pour recueillir des informations personnelles supplémentaires nécessaires aux demandes de crédit. Ils connaissaient le nom de jeune fille de ma mère, le nom de mon premier animal de compagnie et d'autres questions de sécurité parce qu'ils m'avaient élevé. L'enregistrement a capturé Jessica admettant avoir utilisé mon crédit pour des achats de luxe qui n'avaient rien à voir avec l'établissement d'une situation de vie stable, vacances, bijoux, dîner coûteux avec Derek et virées shopping qui ne servaient qu'à maintenir son style de vie frauduleux. Le plus accablant a été l'aveu de mon père qu'ils avaient déjà fait cela auparavant. Nous avons aidé Marcus avec quelques problèmes de crédit il y a 10 ans quand il traversait son divorce. Marcus était mon frère aîné, qui avait déménagé à Seattle et contactait rarement la famille. J'avais toujours supposé qu'il était juste occupé par sa carrière dans le développement de logiciels. Après avoir rassemblé des heures d'aveux enregistrées, Patricia a contacté Derek directement, contournant les tactiques d'intimidation de son père. Elle a organisé une réunion dans un lieu neutre, un café près de l'Arizona State University. Derek est arrivé, l'air hagard et stressé. Mon père est furieux que vous ayez engagé un avocat. Il dit que cela prouve que vous vous préparez à porter de fausses accusations. Derek, votre père essaie de faire accuser une personne innocente pour des crimes qu'il sait que votre petit ami a commis. Comment vous sentez-vous à ce sujet? Pour la première fois, Derek a semblé saisir les implications morales de la stratégie de sa famille. J'ai pensé à cette situation constamment. Ce que Jessica a fait était mal, et ce que mon père fait est aussi mal. Patricia a montré à Derek des copies des preuves que nous avions rassemblées, y compris des enregistrements de Jessica admettant la fraude et de mes parents décrivant leur opération systématique d'usurpation d'identité. Derek, vous êtes aussi une victime ici, a-t-elle expliqué. Jessica vous a menti sur tout. Son travail, son revenu, sa situation de logement, même ses affirmations de grossesse. Que voulez-vous dire par affirmation de grossesse? Je lui ai montré les publications de Jessica sur les réseaux sociaux des dernières semaines, y compris des photos d'elle buvant de l'alcool à des fêtes et une publication se plaignant que ses règles étaient en retard à cause du stress. Il n'y avait aucune preuve qu'elle était réellement enceinte. Derek a fixé les photos pendant un long moment. Elle m'a dit qu'elle était définitivement enceinte et qu'elle avait déjà vu un médecin pour confirmation. Elle a menti à ce sujet comme elle a menti sur tout le reste. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai eu l'impression que quelqu'un du côté de Derek pourrait réellement aider plutôt que d'entraver la recherche de la justice. Derek a pris une décision qui a probablement sauvé nos deux futurs. Je veux vous aider à prouver ce qui s'est réellement passé et je veux me distancier complètement de Jessica. Il a révélé que sa mère, Sarah, était mal à l'aise avec les tactiques de William depuis le début. Elle documentait les pratiques contraires à l'éthique de son mari depuis des années, attendant la bonne occasion de les exposer. Ma mère est une bonne personne qui a été piégée dans un mariage avec quelqu'un qui a perdu sa boussole morale. Elle aidera si nous l'approchons correctement. L'enquête s'étendait au-delà de mon identité volée pour exposer un schéma de comportement criminel impliquant plusieurs personnes. Patricia était convaincue que nous pouvions non seulement laver mon nom, mais aussi assurer la justice pour toutes les personnes impliquées. Une semaine plus tard, j'ai organisé ce que ma famille croyait être une réunion finale pour discuter de ma décision d'accepter la responsabilité des dettes frauduleuses de Jessica. Le lieu était le salon de mes parents, le même espace où j'avais découvert l'ampleur de leur trahison. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la détective Santos et l'agent du FBI James Rodriguez étaient postés à l'extérieur de la maison avec un équipement d'écoute sophistiqué, enregistrant chaque conversation pour une poursuite fédérale. Patricia s'était coordonnée avec les autorités fédérales car les crimes traversaient les frontières des États et impliquaient des montants dépassant les minimums fédéraux pour la fraude financière majeure. Je suis arrivé pour trouver Jessica, Derek et William Thompson déjà assis autour de la table basse de mes parents. Des documents étaient étalés sur la surface, y compris des papiers que William avait préparés pour que je signe, acceptant la responsabilité légale de tous les comptes frauduleux. Anton, a dit mon père avec une chaleur forcée. Nous sommes heureux que tu sois là.
Monsieur Thompson a préparé tout ce dont nous avons discuté. Une fois que tu auras signé ces papiers, tout ce malentendu pourra être mis derrière nous. Derek avait l'air mal à l'aise, jouant avec son téléphone et évitant le contact visuel avec Jessica. Depuis notre conversation avec Patricia, il remettait tout en question sur leur relation. William Thompson commandait la pièce avec son arrogance habituelle. J'espère que vous avez eu le temps de considérer les conséquences de refuser notre offre généreuse. L'alternative est une poursuite pénale pour complot en vue de commettre une usurpation d'identité. Avant de décider quoi que ce soit, j'aimerais entendre tout le monde admettre ce qu'ils ont réellement fait, pour ma propre tranquillité d'esprit. Jessica a levé les yeux au ciel. Anton, nous avons déjà parlé de ça. Nous nous sommes servis de ton crédit parce que tu ne l'utilisais pas. La famille est de la famille. Pouvez-vous être plus précis sur la façon dont vous vous êtes servi? Ma mère a sorti le dossier contenant les documents falsifiés, apparemment fière de leur minutie. Nous avons pratiqué ta signature jusqu'à ce que Robert puisse la copier parfaitement. Ensuite, nous avons utilisé ton courrier pour trouver des offres de crédit préapprouvées et soumis des demandes. Mon père a rejoint la confession avec enthousiasme. Le plus difficile a été d'obtenir une pièce d'identité avec photo avec ton nom et la photo de Jessica. Mais je connaissais quelqu'un de mes jours de vente qui fait de fausses cartes d'identité de qualité pour un prix raisonnable. Ils avouaient de multiples crimes graves pendant que des agents fédéraux enregistraient chaque mot. La façon décontractée dont ils discutaient de crimes qui pourraient entraîner des décennies de prison était stupéfiante. William Thompson semblait pressé de conclure la réunion. Maintenant que nous avons examiné la situation, signons ces papiers pour que tout le monde puisse aller de l'avant. En fait, il y a quelque chose que je dois dire à tout le monde d'abord. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, l'ouvrant pour révéler la détective Santos et l'agent Rodriguez. Tous deux portaient des badges et des dossiers contenant des mandats d'arrêt. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter la détective Santos du PD de Phoenix et l'agent Rodriguez du FBI. Ils ont écouté notre conversation et enregistré des aveux de crimes fédéraux. La pièce a éclaté en chaos. Ma mère a crié et a laissé tomber son verre d'eau. Mon père a sursauté et a commencé à reculer vers le couloir. Jessica s'est mise à pleurer et a supplié qu'elle était enceinte et ne pouvait pas aller en prison. Le visage de William Thompson est passé de confiant à terrifié en quelques secondes. Vous ne pouvez pas enregistrer des conversations privées sans consentement. C'est un piège illégal. L'agent Rodriguez a souri froidement. L'Arizona est un État à consentement unilatéral, Monsieur Thompson. M. Anton avait tout à fait le droit d'enregistrer des conversations impliquant des crimes commis contre lui. La détective Santos a commencé à lire les droits Miranda pendant que l'agent Rodriguez expliquait les charges. Robert et Linda faisaient face à des accusations fédérales pour usurpation d'identité, fraude postale et complot. Jessica faisait face à plusieurs chefs d'accusation de fraude au crédit, d'usurpation d'identité et de contrefaçon. William Thompson faisait face à des accusations d'extorsion et d'intimidation de témoins. Monsieur Thompson, a poursuivi l'agent Rodriguez, nous enquêtons également sur le schéma de votre cabinet d'avocats consistant à intimider les victimes dans des affaires de criminalité financière. Vos sanctions du barreau de l'État d'il y a 5 ans ont fait de vous une personne d'intérêt dans plusieurs autres affaires. La maison a été perquisitionnée pendant que les membres de ma famille étaient traités pour arrestation. Les agents fédéraux ont trouvé des preuves supplémentaires dans la chambre de mes parents, y compris de faux documents, des copies de mes papiers d'identité et des registres détaillés montrant qu'ils avaient systématiquement volé le courrier de plusieurs membres de la famille pendant des années. Le téléphone de Jessica contenait des messages textes avec Derek qui contredisaient ses affirmations de grossesse. Elle avait recherché des symptômes de grossesse en ligne et prévoyait de simuler une fausse couche après avoir obtenu une bague de fiançailles. Derek, qui n'avait été impliqué dans aucun crime, a été libéré après avoir témoigné sur les mensonges de Jessica et les tactiques d'intimidation de son père. Il avait l'air dévasté mais soulagé alors que les agents emmenaient Jessica menottée. « Je suis désolé, Anton », a-t-il dit alors que nous nous tenions dans l'allée de mes parents. « J'aurais dû voir ce qui se passait plus tôt. » La découverte la plus choquante a eu lieu lorsque les agents ont perquisitionné l'appartement de Jessica. Cachés dans le placard de sa chambre se trouvaient des documents liés à d'autres stratagèmes d'usurpation d'identité visant d'anciens petits amis et même des connaissances occasionnelles dont elle avait obtenu les informations personnelles via les réseaux sociaux. La détective Santos m'a montré des dossiers que Jessica tenait sur de potentielles futures victimes. Votre sœur menait des opérations sophistiquées d'usurpation d'identité ciblant plusieurs personnes simultanément.
Ce n'est pas du stress financier familial. C'est une criminelle de carrière. Mes parents ont été placés en détention fédérale, protestant toujours qu'ils aidaient simplement leur fille et que j'étais ingrat. L'illusion persistait, même lorsque les menottes étaient appliquées et les droits lus. Les derniers mots de Robert pour moi alors qu'il était chargé dans un véhicule fédéral furent « Tu as détruit cette famille, Anton. Tout ce que tu avais à faire, c'était d'aider ta sœur. » La perquisition de la maison a également révélé que mes parents avaient prévu de voler l'identité d'autres membres de la famille, y compris des cousins et les ex-petits amis de Jessica. Ils avaient recueilli des informations personnelles sur des dizaines de personnes qui avaient visité leur maison au fil des ans. L'agent Rodriguez a expliqué que les procureurs fédéraux étaient confiants d'obtenir des condamnations sur la base des preuves et des aveux enregistrés. Les cas d'usurpation d'identité sont difficiles lorsque les victimes attendent pour signaler les crimes, mais votre famille a essentiellement tout avoué. C'est le cas le plus solide de ce type que j'ai vu. Alors que le soir tombait et que le dernier véhicule fédéral quittait le quartier de mes parents, je me tenais seul dans l'allée où j'avais appris à faire du vélo et jouer au basket-ball quand j'étais enfant. La maison avait la même apparence, mais tout ce qui concernait la vie de ma famille avait été révélé comme une conspiration criminelle élaborée. Patricia est arrivée pour me ramener à Tucson, car j'étais trop épuisé émotionnellement pour faire le voyage en toute sécurité. « Comment te sens-tu » a-t-elle demandé alors que nous nous éloignions de la maison. Comme si j'avais vécu dans un mensonge pendant des années sans le savoir. La confrontation était terminée, mais le processus judiciaire ne faisait que commencer. Les procureurs fédéraux m'avaient assuré que la restitution serait poursuivie de manière agressive et que mon crédit serait entièrement restauré grâce à l'affaire criminelle. Plus important encore, j'étais enfin libre d'une famille qui avait considéré mon avenir financier comme sa ressource personnelle. La trahison faisait profondément mal, mais la vérité était libératrice d'une manière que je commençais à peine à comprendre. 6 mois plus tard, j'étais assis dans une salle d'audience fédérale à Phoenix, regardant les membres de ma famille recevoir leur peine. Le processus judiciaire avait été rapide une fois qu'ils avaient décidé de plaider coupable plutôt que de faire face à un procès avec des preuves accablantes contre eux. Mon père a reçu 5 ans de prison fédérale pour usurpation d'identité et fraude postale. À 57 ans, il aurait plus de 60 ans à sa libération, sa réputation et sa carrière définitivement détruites. Ma mère a reçu 3 ans, bien que sa peine ait été réduite en raison de sa coopération avec les procureurs et de son rôle secondaire dans les crimes. Jessica a reçu la peine la plus sévère, 7 ans pour plusieurs chefs d'accusation de fraude au crédit, d'usurpation d'identité et de ce que les procureurs ont appelé une prédation financière systématique. Le juge a noté que ces crimes montraient une planification sophistiquée et un mépris total pour les victimes, y compris les membres de sa famille. Lors de son audience de détermination de la peine, Jessica a finalement montré une émotion sincère, pleurant en réalisant que la prison était inévitable. Elle avait perdu l'appartement de luxe, la BMW et tous les biens coûteux achetés avec mon crédit volé. Derek avait déménagé à Denver et l'avait bloqué de toute communication. La carrière juridique de William Thompson a pris fin lorsqu'il a été radié du barreau pour extorsion et intimidation de témoins. Son cabinet d'avocats s'est effondré alors que d'autres victimes se sont manifestées avec des histoires similaires d'intimidation et de corruption. Il faisait face à des accusations criminelles qui entraîneraient probablement une peine de prison et un déshonneur professionnel. Le processus de recouvrement des actifs a mieux fonctionné que Patricia ne l'avait prévu. L'appartement a été vendu et le produit de la vente a été appliqué au solde de l'hypothèque frauduleuse. La BMW de Jessica et ses meubles de luxe ont été saisis et vendus aux enchères. Même ses vêtements de marque ont été liquidés pour satisfaire aux ordonnances de restitution. Mon crédit a été entièrement restauré grâce au processus judiciaire, tous les comptes frauduleux ayant été supprimés et ma cote de crédit étant revenue à un statut excellent. L'expérience m'avait appris à surveiller régulièrement mes rapports de crédit et à protéger plus soigneusement mes informations personnelles. Mais la guérison la plus importante est venue en renouant avec les membres de ma famille avec qui j'avais perdu contact. Mon frère Marcus est venu de Seattle pour les audiences de détermination de la peine et nous avons passé des heures à discuter de la dynamique familiale que nous avions tous deux subie. « J'aurais dû te prévenir », a dit Marcus lors d'un dîner dans un restaurant calme près du palais de justice. Ils ont essayé la même chose avec moi il y a 10 ans, mais à plus petite échelle. J'ai choisi de déménager à l'autre bout du pays plutôt que de les affronter. Marcus a révélé que nos parents avaient ouvert des cartes de crédit à son nom pendant son divorce, accumulant environ $30 000 de dettes avant qu'il ne découvre la fraude. Plutôt que de porter plainte, il avait discrètement remboursé les dettes et s'était éloigné de la famille. Je me disais que je les protégeais en ne signalant pas les crimes,
a-t-il expliqué. Mais en réalité, je ne faisais que leur permettre de cibler quelqu'un d'autre. Nous avons réalisé que nos parents avaient testé des techniques d'usurpation d'identité sur Marcus avant de lancer l'opération plus sophistiquée contre moi. Son silence leur avait donné confiance que les victimes familiales ne se défendraient pas efficacement. Marcus et moi avons commencé à construire le genre de relation adulte que nous n'avions jamais eu en grandissant. C'était un ingénieur logiciel à succès avec un mariage stable et 2 enfants dont je connaissais à peine l'existence. Le dysfonctionnement familial nous avait séparés, mais l'expérience partagée des crimes de nos parents nous a réunis. J'ai également pris contact avec la mère de Derek, Sarah, qui avait demandé le divorce de William après son arrestation. Elle avait documenté ses pratiques contraires à l'éthique pendant des années, attendant le courage d'agir. L'affaire d'usurpation d'identité lui a donné les preuves dont elle avait besoin pour exposer sa corruption. J'étais piégé dans ce mariage par la peur et la dépendance financière, m'a-t-elle dit autour d'un café. Le voir essayer de te détruire pour protéger sa réputation a été la goutte d'eau. Sarah est devenue une avocate pour les victimes d'intimidation juridique, travaillant avec les barreaux pour identifier et sanctionner les avocats qui abusent de leur position pour faire taire les victimes de crimes. Son témoignage a aidé à condamner William et a conduit à des enquêtes sur ses anciens clients. L'expérience m'a appris d'importantes leçons sur les relations familiales et les limites personnelles. J'avais passé des années à accepter la culpabilité et l'obligation pour des problèmes familiaux que je n'avais pas créés, croyant que la loyauté exigeait d'accepter les abus et la manipulation. Patricia m'a aidé à comprendre que me protéger n'était pas égoïste, mais nécessaire pour arrêter un schéma de comportement criminel. Permettre n'est pas aimer, a-t-elle expliqué. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de refuser de participer à un comportement destructeur. J'ai commencé à faire du bénévolat auprès de groupes de soutien aux victimes d'usurpation d'identité, partageant mon expérience et aidant les autres à naviguer dans le processus judiciaire. Le traumatisme émotionnel de la trahison familiale était courant chez les victimes, et le soutien par les pairs était souvent plus utile que le conseil professionnel. Parler lors d'événements d'éducation communautaire sur la prévention de l'usurpation d'identité est devenu une activité régulière. Mon histoire était particulièrement efficace car elle démontrait comment les membres de la famille pouvaient devenir des auteurs, remettant en question les hypothèses selon lesquelles l'usurpation d'identité n'impliquait que des étrangers. Le bénévolat m'a présenté des personnes qui avaient surmonté des trahisons similaires et construit des vies saines malgré le dysfonctionnement familial. Leurs histoires m'ont inspiré à me concentrer sur les possibilités futures plutôt que sur les traumatismes passés. 1 an après la sentence, j'ai acheté une maison à Tucson en utilisant mon crédit restauré et mes économies qui avaient augmenté pendant les procédures judiciaires. La maison de plein pied de 3 chambres dans un quartier calme représentait une indépendance financière et une sécurité que personne ne pouvait voler ou manipuler. L'achat de la maison était particulièrement significatif car il démontrait un rétablissement complet de l'usurpation d'identité. Ma cote de crédit était plus élevée qu'avant les crimes, et mes connaissances financières avaient considérablement augmenté en travaillant avec des avocats et des enquêteurs fédéraux. Marcus et sa famille sont venus pour la pendaison de crémaillère, ainsi que Patricia, la détective Santos et Sarah Thompson. C'était le genre de célébration que je n'avais jamais eu avec ma famille biologique, authentique, solidaire et bâtie sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Derek a envoyé une carte me félicitant pour l'achat de la maison. Il avait commencé à travailler pour une organisation d'aide juridique à Denver, utilisant son diplôme de droit pour aider les familles à faible revenu avec des problèmes financiers. L'expérience avec son père l'avait motivé à poursuivre un travail significatif plutôt qu'une corruption rentable. Le recouvrement financier a dépassé les attentes. Les paiements de restitution provenant des saisies d'actifs ont totalisé plus de 400 000 $, éliminant complètement les dettes frauduleuses et fournissant une compensation supplémentaire pour les dommages. Les procureurs fédéraux avaient été agressifs dans la poursuite du recouvrement car les preuves étaient si accablantes. Plus important encore, j'avais appris à distinguer les véritables relations familiales de la dysfonction manipulative déguisée en loyauté. Le véritable amour n'exige pas d'accepter un comportement criminel ou de sacrifier son bien-être personnel pour la commodité des autres. La leçon la plus difficile a été d'accepter que certaines personnes, même les membres de la famille, choisiront un comportement destructeur plutôt que des relations saines. Mes parents ont eu des occasions de chercher une aide honnête pour leurs problèmes financiers, mais ont choisi le crime à la place. Jessica a eu des occasions de construire un succès légitime, mais a préféré les raccourcis qui blessaient des innocents. Comprendre ces choix comme leur responsabilité plutôt que mon échec a été crucial pour la guérison émotionnelle. Je n'aurais pas pu empêcher leur crime en étant plus serviable ou compréhensif.
Ils ont choisi un comportement criminel parce qu'ils croyaient mériter ce que d'autres avaient travaillé pour obtenir. L'histoire se termine par une réflexion sur la façon dont la pire trahison de ma vie m'a finalement libéré de dynamiques familiales toxiques et m'a appris la différence entre l'amour authentique et le contrôle manipulateur. Parfois, se protéger est la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour toutes les personnes impliquées, y compris celles qui vous ont blessé. Aujourd'hui, j'ai de vraies relations familiales bâties sur l'honnêteté et le soutien mutuel. Patricia reste une amie proche et un mentor. Marcus et moi parlons chaque semaine et partons en vacances ensemble chaque année. Sarah Thompson est devenue comme la mère que je n'ai jamais vraiment eue, offrant la sagesse sans manipulation. L'expérience m'a appris que la famille n'est pas déterminée par la génétique, mais par le choix de se traiter les uns les autres avec respect, honnêteté et attention sincère. Ma nouvelle famille choisie est plus petite que ma famille biologique, mais infiniment plus solidaire et digne de confiance. En y repensant, je suis reconnaissant que la banque est appelée ce mardi matin. Sans cet appel téléphonique, j'aurais pu passer des années à permettre sans le savoir un comportement criminel pendant que mon avenir financier était systématiquement détruit. Parfois, les pires nouvelles mènent aux meilleurs résultats. L'usurpation d'identité a été dévastatrice, mais la guérison a été possible parce que j'ai choisi de me battre plutôt que d'accepter une fausse responsabilité pour des crimes que je n'ai pas commis. M'opposer à la manipulation et à l'intimidation a été la décision la plus difficile mais la plus importante que j'ai jamais prise. Avez-vous déjà été confronté à une situation où des membres de votre famille s'attendaient à ce que vous sacrifiez votre bien-être pour leur commodité? Comment équilibrez-vous la loyauté avec la protection contre la manipulation? J'aimerais beaucoup lire vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à lui donner un j'aime et à la partager avec quiconque pourrait bénéficier de comprendre comment les relations familiales peuvent devenir toxiques et à quoi ressemble la guérison. Abonnez-vous pour plus d'histoires sur la façon de surmonter la trahison et de construire des limites saines. Merci d'avoir écouté mon parcours de victime à survivant. Rappelez-vous que vous méritez des relations bâties sur le respect et l'honnêteté, pas sur l'obligation et la manipulation. Parfois, les décisions les plus difficiles mènent à la plus grande liberté.